Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les coups de cœur des libraires. Bonjour Gérard, ça va mieux? Bonjour, ça va mieux. Allez, par rapport à d'autres, on va pas se plaindre. Ouais. Hein. Donc, on voulait faire pour commencer un énorme coup de cœur à Jean Telet, dont on a appris le décès cette semaine, une mort con, il aurait dit, je pense. Immense écrivain et un homme charmant que vous aviez reçu plusieurs fois au salon de Saint-Maur en poche. Ça fait partie de ces gens qui étaient à la fois discrets, qui avaient du talent, qui avaient de l'humour, du recul, ce qui est quand même dans notre milieu quand même relativement rare, hein, on peut le dire, et puis qui avaient une espèce de façon de d'écrire. Il y en a qui disent un peu punk, mais c'est vrai, qui est un peu différent des autres, qui désacralisait les mythes un peu comme le Montespan, la femme le mari de la Montespan, formidable. ou la boutique des suicides, qui était une pure merveille aussi. Et là, c'est vraiment, bon, là, il y a pas de mort injuste, mais là, c'est vraiment une connerie, quoi. C'est vraiment insupportable. Quoi. Et relisez tous ces livres parce que c'est truculent, c'est documenté. Il avait un vrai talent d'écrivain. Il avait commencé par la bande dessinée. On l'avait connu à la télévision avec Bernard Rapp, dans Nulle part ailleurs. Absolument. Et vraiment, c'est quelqu'un qu'on aimait infiniment au-delà de ses livres, mais ses livres méritent d'être évidemment lus et c'est voilà. Et en plus, c'est des livres, quand on les lit, on sait que c'est de lui, alors qu'il y a tellement d'écrivains maintenant, vous ne savez pas qui les a écrits, tellement ils se ressemblent et tellement la façon de raconter les choses, les sujets sont insipides et conformistes. Et lui, il y avait sa patte, c'est comme les musiciens, vous savez, il y a la chose qui faisait que. Et puis il y a le côté humain, c'était un être charmant et c'est vraiment c'est une mauvaise. Je trouve qu'on est dans une époque là, c'est très triste. Ouais, franchement. Lisez je crois que c'est son dernier Crénon Baudelaire aux éditions Mialet-Barreau, et c'est Betty Mialet qui l'avait découvert. Donc on lui rend hommage et vraiment, si vous n'avez pas lu, tout existe en poche. Tout en poche, franchement. Et vous passerez un superbe moment. Après ce coup de cœur et cet hommage, un coup de gueule peut-être, Gérard? Ouais, je sais pas à quoi sert le prix Nobel depuis quelque temps. Ça devient bon, moi je veux bien, mais il y a des immenses écrivains comme je pense que tout le monde est d'accord, comme John Carol Oates, qui est vraiment quelqu'un d'universel. C'est un monument, hein. C'est-à-dire que cette fille, ses romans touchent à plein de sujets, ils nous touchent tous, et c'est vraiment quelque chose. Et puis, qui est-ce qu'il reçoit? Bon, une anecdote, quoi. Je veux dire, Annie Ernaux, je ne dis pas qu'Annie Ernaux est une mauvaise écrivain, mais je veux dire, c'est une anecdote pour moi par rapport à Oates, et je ne vois pas où veulent en venir. Enfin, si, je pense savoir pourquoi, mais on décerne le prix Nobel à cet écrivain, quoi. Ça fait déjà plusieurs années que... Même Bob Dylan que j'aime et que j'admire infiniment, est-ce qu'il méritait un prix Nobel? Bon, on va pas s'étendre dessus. Non. Après, il y a ceux qui aiment Annie Ernaux, il y a ceux qui ne l'aiment pas. Les critiques sont parfois assez féroces, mais est-ce que ça méritait le Nobel, quoi? Mais surtout, relisez, c'est le truc, relisez John Carol Oates, elle a fait des sagas absolument incroyables. Blonde, qui est un chef-d'œuvre, vraiment un chef-d'œuvre. Beaucoup mieux que la fiction sur Netflix qui est ratée. C'est une catastrophe. Et là, il y a 2 nouveaux livres que j'ai hâte de lire d'elle. C'est L'Amérique, c'est toujours assez sombre et en même temps extrêmement cruel. C'est un regard et une écriture magnifique sur les États-Unis. Et vraiment, oui, Joyce Carol Oates. Allez-y, ne passez pas à côté. Alors, je dis pas que tout est égal, hein. Il y a elle a beaucoup produit, mais il y a les grandes sagas comme les Mulvaney, comme Blonde, des choses comme ça. Toutes les sagas, il faut absolument que vous lisiez toutes les sagas de John Carol Oates qui sont en livre de poche, hein. Tout ça, c'est en livre de poche. Ce sont des merveilles universelles et qui décrivent l'Amérique d'une autre manière. Et puis, elle a un style, elle a quelque chose qui fait que, pour moi, ça sera une des grandes écrivains qui restera du XXe siècle. Et du XXe siècle, puisqu'elle est pas morte, hein, quand même. Alors, vous avez lu quand même, Gérard, pendant votre convalescence? Alors, j'ai lu sur mon lit de douleur, mais on va parler un peu de livres de poche parce que c'est vrai que les gens en ce moment c'est un peu compliqué, c'est un peu dur, hein, l'inflation, machin. Je veux pas tomber dans la démagogie, mais juste faire une remarque. Il y a certains éditeurs qui ont quand même augmenté des choses qui sont des séries. Je ne nommerai pas le titre, qui se vendent par milliers et qui augmentent quand même ces choses de 59 centimes d'euros. Je sais pas si vous imaginez, 59 centimes d'euros. Alors je veux bien que le papier
pied, l'Ukraine. Mais là, il y a un moment, ils vont se tirer une balle dans le pied. Hein. Ouais, je trouve qu'il faut, il faut raison garder, comme dirait l'autre. Donc on va sur ce petit aparté qui commence à m'énerver beaucoup, et qui met en danger quand même pas mal de choses. Alors je ne dis pas que le prix du papier n'est pas augmenté, mais sur 59 centimes euros sur une série comme Adèle, qui se vend par milliers et milliers, je crois qu'on peut faire un effort quand même, en plus pour les enfants. Bon, vous l'avez dit je l'ai dit, ça, voilà. Voilà. Donc et les livres de poche, parce que la littérature, c'est pas superflu, et c'est vrai que c'est 6-7 euros un livre de poche, et que vous passez un super moment. Donc, alors allez-y, un livre de poche, il y a pas mal de choses formidables. Et en plus, si vous aimez pas les écrivains conformistes, neuneux, comme on en a plein maintenant, vous savez, on dirait des papiers, des trucs conformes et tout. On a une fille qu'on adore, nous, c'est Isabelle Duquesnoy, qui a écrit L'Embaumeur. Et oui, et ça vient de paraître, la Pacline, qui est l'histoire de cette horrible. Alors, L'Embaumeur, hein, c'était l'histoire de Victor Renard. Hein, c'est l'histoire du type qui a pillé la basilique Saint-Denis, qui a utilisé le sang des rois pour faire des pigments qui, en plus, c'est tiré un peu d'une histoire vraie. Hein. Alors, elle le fait avec beaucoup d'humour. C'est noir, c'est avec un humour noir, c'est le moment de le dire, mais c'est aussi, elle a une manière de faire vivre les personnages, et ce type a une mère qui est absolument odieuse, mais alors vraiment odieuse, hein, mais j'arrive presque à pas la haïr, quoi, cette fille. Elle a une histoire, alors ça se raconte pas, les histoires de. C'est ça qui est génial. Non, parce qu'il y a le bruit, il y a les odeurs des bas-fonds de Paris. Quand vous dites odieuse, elle est ignoble. Elle vit avec une dinde, c'est ça, autant que je me souvienne. Non, c'est pas. Et puis il y a un pan qui n'a plus qu'une plume. C'est un pan, c'est un pan. Elle va voler carrément son fils. Elle en a rien à faire. Mais c'est surtout toute la révolution. Hein. On est 1798. Lui, il est en maison, il est en prison. Elle est super contente qu'il soit en prison, parce qu'elle va dépenser tout ce qu'il a mis de côté, tout ce qu'il a gagné. Elle est géniale. Ne passez pas à côté de cette femme. Elle a un style. Elle a un côté. Vous savez, elle ressemble un peu, par le style original avec Nadine Monfils. C'est ces femmes qui nous surprennent, alors on aime ou on n'aime pas, mais moi j'adore être surpris, j'adore me dire, c'est pareil. Hein, c'est comme Jean Telet, une fois qu'on lit Isabelle Duquesnoy, on sait que c'est Isabelle Duquesnoy, quoi. Il faut absolument la lire. Alors là, vous avez pour très très peu, c'est très peu cher, 8,90 et 8,50. Là, vous en avez pour, c'est 700 ou 800 pages de bonheur, quoi. C'est la Pacline ou les mémoires d'une mère monstrueuse. Oui, parce que vous dites odieuse, elle est plus monstrueuse. Ouais, elle est monstrueuse, mais bon. Mais on l'aime bien quand même, parce qu'elle est. Oui. Ça me fait penser un peu. Oui, allez-y. Ça me fait penser un peu dans les tontons flingueurs, vous savez, ces types absolument odieux, et puis tout compte fait, ils arrivent à nous être sympathiques. Donc allez-y, ça vaut effectivement 8 euros, et vous passerez un super moment, et vous pouvez lire L'Embaumeur aussi, qui existe en collection de poche. Vous évoquiez les livres neuneux. Moi j'aime beaucoup, c'est pas du tout neuneux, c'est Soledad Bravi et Pascal Fray. Avez-vous lu les classiques de la littérature? Alors c'est le 5e, je crois, épisode, 5e tome de ces deux femmes. Alors Soledad Bravi, vous savez, on la retrouvait beaucoup dans les journaux féminins, mais elle observe, elle croque de sa plume en petits dessins la vie quotidienne, notre vie quotidienne et nos travers. Et là, Pascal Fray, qui est une critique journaliste littéraire, elle raconte, c'est plutôt, je pense que pour les ados, c'est formidable, et ça peut leur donner envie de lire des livres. Donc il y a le mystère de la chambre jaune, ça commence avec Anne Frank. Et réussir à raconter Anne Frank en 2 pages, c'est quand même un exploit. C'est drôle, c'est malin, et ça vous permettra peut-être même de briller dans les dîners en ville. Et ça fait partie de ces livres dont on a besoin, parce que notre culture générale et littéraire s'effrite tellement que ça vous permet d'aller un peu plus loin. Ça vous donnera envie de lire certains de ces livres-là. Avez-vous lu les classiques de la littérature? C'est chez Rue de Sèvres, Soledad Bravi, Pascal Fray. Moi, j'adore. Allez, on marque une pause et on se retrouve avec quelqu'un que vous aimez beaucoup, Gérard, qui est Sébastien Spitzer. On va parler de La Revanche des orages, et il va nous donner, lui, son coup de cœur. À tout de suite. Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard.
Le coup de cœur des libraires ou les coups de cœur du libraire, Gérard Collard, avec vous comme tous les dimanches. Et comme vous le savez, chaque semaine, nous donnons la parole à un auteur ou à un libraire pour qu'il nous partage ses coups de cœur, son coup de cœur. Aujourd'hui, c'est Sébastien Spitzer. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous avez publié La Revanche des orages. Gérard, depuis 15 jours, nous parle de votre livre. Peut-être avec ce bouquin. Voilà. Non, mais c'est vrai que c'est un livre formidable qui est paru chez Albin Michel. Gérard, je vous laisse faire le pitch et raconter pourquoi ce livre vous a plu. Moi, ça m'a plu parce que c'est l'image de l'anti-héros. Vous savez, il y a une histoire officielle. Ouais. Alors, vous avez ces gens qui sont tombés, qui ont largué la bombe sur Hiroshima, qui a permis de sauver des milliers de soldats américains. Ils reviennent, ils sont adulés et tout. Et puis voilà, ça c'est l'image officielle. Et puis, lui, il nous fait découvrir l'anti-héros, hein, c'est-à-dire cet homme qui commence dès le départ à douter, et c'est sa chute psychologique et tout. Et c'est fait tout en subtilité, en finesse. C'est vraiment, il a un style qui fait que vous rentrez complètement dans l'intimité de cet homme et de la situation aussi de l'époque. Et j'ai adoré. Et alors, César, il a un problème, cet écrivain a un problème qui est, à mon avis, imparable à notre époque, c'est qu'il est discret et pudique. Donc là, c'est un truc qui, voilà, si vous faites pas le boss, si vous mettez pas des plumes où vous voulez, si vous dites pas du mal de tout, vous êtes absolument fichu. Et cet homme est un des meilleurs écrivains français contemporains. Voilà, voilà, c'est bien de se faire panthéoniser de son vivant, Sébastien Spitzer. C'est très intimidant. Merci d'être avec nous. C'est vrai que moi je l'ai lu et c'est formidable parce que c'est un point de vue différent, comme le disait Gérard, de celui qu'on peut avoir et de se mettre à la place de celui qui a bombardé Hiroshima, de savoir ce qui a pu se passer, d'imaginer ce qui aurait pu se passer dans la tête de cet homme est absolument formidable. Ça s'appelle La Revanche des orages, Sébastien Spitzer, c'est chez Albin Michel. Alors vous, Sébastien Spitzer, est-ce que vous lisez? Qu'est-ce que vous lisez? Qu'est-ce que vous avez envie de nous recommander surtout? Alors oui, je lis beaucoup évidemment, puisqu'on ne peut pas écrire sans lire et se nourrir des autres. Et puis, comme c'est toujours un voyage immobile, il faut bien aller chercher comme on peut avec les armes dont on dispose, c'est-à-dire les mots et les phrases écrites par d'autres. Donc je lis tout le temps, je lis beaucoup. Mais vous m'avez demandé un livre que je porte au sommet, au pinacle, c'est L'homme qui rit de Victor Hugo. Oui. Je suis fou de ce roman qui est un roman philosophique. Chaque phrase est pesée, chaque mot veut dire quelque chose. C'est un roman profond, burlesque, tragique, pétri d'humanité, qui mêle l'histoire d'Ursus. Ursus, c'est ce vieux bonhomme qui trimballe sa carriole, qui va de cirque en cirque dans cette Angleterre passée, on est au XVIIIe siècle. Et cet enfant Gwynplaine, qui a eu le visage ravagé par ceux qui l'ont enlevé, Gwynplaine, c'est l'enfant c'est l'homme qui rit malgré lui, c'est-à-dire on l'a enlevé et ceux qui l'ont enlevé lui ont tranché le visage, des coins de la bouche jusqu'aux oreilles. Donc il rit malgré lui. Et c'est ce destin extraordinaire qu'on suit de page en page, et avec cette adresse à la Chambre des Lords finale qui est l'apothéose. Et c'est ce qui a, alors pour l'anecdote, c'est ce qui a inspiré le Joker pour essayer de visualiser ce qui a pu représenter l'homme qui rit. Comment se le représenter? Mais complètement. Dans les années 1920, Paul Lény a fait un film qui s'intitulait The Man Who Loves, l'homme qui rit, inspiré de Victor Hugo, mais c'était un film muet. Il fallait le faire quand même, un film muet pour raconter un roman de Hugo. Pour adapter un roman de Hugo. Et dans ce film, il y a la figure de Gwynplaine. Et dans la salle, il y a un petit garçon qui s'appelle Bill Finger, qui a 15 ans et qui voit ce personnage fascinant avec avec ce sourire permanent. Et Bill Finger était un copain du créateur de Batman. Mais le créateur de Batman cherchait un antagoniste pour son personnage de Batman. Et Bill Finger lui dit, tiens, regarde la photo de cet acteur, Conrad Veidt, regarde-le, c'est lui. Et évidemment, ça donnait Joker. Et Joker, aujourd'hui, c'est tout, ça restera toujours l'homme qui rit malgré lui. Mais il faut dire aussi que Victor Hugo est un écrivain
accessible. Il a une langue magnifique et c'est vrai que ça rappelle des souvenirs d'école peut-être où on était trop jeune quand on a voulu nous faire lire Victor Hugo et qu'il faut oser ouvrir. Ça existe, on parlait tout à l'heure des livres de poche avec Gérard, ça existe en collection de poche et c'est cette écriture foisonnante de Victor Hugo qu'on peut redécouvrir. Voilà. Mais écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous, Sébastien Spitzer, et puis votre livre, La Revanche des Orages. Allez-y, parce que c'est vraiment, voilà. Allez-y, quoi. Merci à vous et on attend le prochain. Merci. Alors Gérard, on continue. Vous vouliez nous conseiller quoi? Alors j'étais assez furieux, j'étais ronchon parce qu'on avait parlé d'un bouquin d'un polar il y a quelque temps qui s'appelait Du plomb dans la tête d'Olivier Bocquech et alors il y avait dû avoir un petit tirage et ils avaient été contents qu'on en parle, mais ils n'avaient pas réédité. Donc ça m'avait, franchement, vous connaissez, c'était chez Michel Lafon. Et là vient de paraître, ça vient de paraître chez Pocket. Ça s'appelle Du plomb dans la tête d'Olivier Bocquet. Et là, je crois que c'est un des polars, Dieu sait si j'en ai lu, des horribles, des monstrueux et tout, qui m'a pris la tête et oui, alors ça fait déjà longtemps que j'ai lu ça. Et les premières pages, je crois que je m'en souviendrai toute ma vie et j'ai souffert, mais j'en ai des douleurs avec le personnage central. C'est-à-dire que c'est un homme, il est enlevé en pleine forêt, il se retrouve en forêt de Fontainebleau dans un hangar. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va lui mettre du plomb dans les yeux. Donc, oui, voilà, ça vous arrête. Hein. Et là, je vous la fais courte, sobre, j'en fais pas des tonnes. Vous êtes là, moi j'ai été tétanisé par cette scène. Et alors je vais pas vous spoiler comme on dit dans les milieux. Arrive un couple d'enquêteurs. Alors le couple d'enquêteurs, il est aussi assez un peu particulier. Hein. C'est une stagiaire. L'inspecteur, il est assez bizarre aussi. Et il va commencer sur toute Paris une suite de crimes avec un serial killer, un tueur en série, et va commencer une enquête absolument incroyable. Et cet homme qui veut se venger, hein, parce que on le comprend, il va survivre. Et c'est vraiment d'une intensité, d'une densité, d'une force. J'ai rarement vu ça dans un roman policier. Et j'en ai encore la chair de poule. Je vous le dis. Là, rien que de penser les premières. Alors, si vous êtes un peu dépressif, que vous avez une conjonctivite, ou que voilà, en ce moment vous avez fait 4 heures pour avoir de l'essence et que vous êtes arrivé le dernier quand la pompe ferme, ou que vous venez d'apprendre que les coquillettes ont augmenté de 30% et que là c'est un drame, ne lisez pas ce livre. Mais si vous êtes en pleine forme et que vous voulez vous faire peur, vous faire mal, que vous en prendre plein la tête, lisez ça, Du plomb dans la tête d'Olivier Bocquet chez Pocket. Pour moi, ça a été ça a été un choc, hein, vraiment, pour moi, au niveau du rayon polar. Bon, je vais adoucir les mœurs, moi, avec Elise et Moon. Comptez jusqu'à toi. Alors, c'est pareil, ça fait partie de ces livres. Enfin, c'est pareil. C'est pas du tout pareil. Ça fait partie de ces livres que vous prenez en ne sachant pas très bien sur quoi vous allez tomber. C'est chez Robert Laffont et c'est un livre que j'ai lu d'une traite, comme on dit, d'un seul coup. Elise et Moon c'est un récit, roman, il met roman, mais visiblement, c'est très inspiré de sa vie et c'est la naissance d'une histoire d'amour et en même temps la naissance et la mort de cet amour. J'en parle pas très bien parce que il est très difficile à décrire. C'est un livre qui m'a beaucoup touchée, qui est à la fois poétique. Moi, j'ai beaucoup aimé la poésie à un moment, puis après, j'ai trouvé ça, ça me concernait plus. Et c'est une sorte de poésie, c'est peut-être du quotidien. C'est un livre qui, je crois, peut toucher tout le monde, se retrouver dans ce qui a été une histoire d'amour quand on aime et que l'autre ne vous aime plus au bout d'un moment, que vous êtes fou d'amour, la détresse, la passion. Je vous lis juste un passage. Lui, il dit, au fond, l'amour, c'est comme croire en Dieu. Je me demande s'ils existent tous les deux. Hypothèse séduisante, même si je n'y crois plus. Et je t'en veux d'avoir fait de moi un mécréant du cœur en partant. Ce sont de courts chapitres sur cette histoire d'amour avec ce qu'il a pu écrire à cette femme. C'est un magnifique récit sur ce qu'est l'amour, une rencontre, la différence, l'éloignement que deux êtres peuvent reconnaître. Comptez jusqu'à toi chez Robert Laffont, Elise et Moon. Très très beau livre et on l'attend pas forcément là, Elise et Moon, même s'il avait écrit d'autres choses. Et là, il est assez c'est à la fois pudique et en même temps très sincère.
Autre chose, Gérard? Ah oui, alors on passe complètement à autre chose, pas par rapport à vous, mais moi à mon précédent, c'est le dernier livre de François Chaigne qui s'appelle Une longue route pour munir au chant français chez Albin Michel. Alors là, il y a des gens que j'aimerais trucider, il y a des moments, mais franchement, mettre au pilori, l'empêcher d'écrire, parce que quand vous lisez la couverture derrière, je vais vous dire, c'est vite fait, hein, la lumière singulière qui émane de ce récit est celle d'une symbiose qui unit la voix du Tao et des voix orphiques et christiques, orientant sans cesse le poète vers l'authentique universel. Alors moi, vous me lisez, je lis ça, qu'est-ce que je fais? Je suis lecteur, je me tire à moins d'être maso. Bon, alors, certains vont dire que je suis mononeurone, alors que c'est une merveille, ce bouquin. En fait, c'est l'histoire de Chaigne, hein, qui est qui est de l'Académie française, qui a un style, qui est 93 ans, je crois. Ouais, qui est un poète, et qui va vous raconter comment de la Chine, enfin de la guerre, c'est la guerre en Chine, hein, il s'en va, il est forcé de s'exiler, il va arriver en France, et il va vous raconter comment il va revivre, il va prendre possession de la langue française et de la poésie. Alors, vous me connaissez, mon côté poète qui est légendaire quand même. Oui, c'est absolument magnifique, et que je trouve qu'en ces périodes où les gens se cherchent en se disant qu'est-ce que c'est que d'être français et tout, là on voit l'importance de la langue, et c'est absolument d'une beauté, puis c'est ça se lit, mais c'est vraiment très facile, ne passez pas à côté. Redites le titre. Ça s'appelle Une longue route chez Albin Michel de François Chaigne. Moi, j'ai été ébloui par touché, ébloui. Et puis, je trouve que ça a certaines réponses à nos questions actuelles où souvent c'est des banalités de la démagogie qui règnent. Voilà. Ne lisez pas la 4e de couverture. Merci beaucoup, Gérard. On se retrouve la semaine prochaine, et très bonne semaine à tous, et achetez des livres, ça fait du bien. À la semaine prochaine.